Bonjour, je suis Virginie, l'animatrice du Maïf Coworking Vitrolles. Maïf est une mutuelle qui innove constamment et place au cœur de ses activités l'intérêt de ses sociétaires et de son environnement en constante évolution. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle accompagne le mouvement des indépendants à travers ses offres. L'assurance des pros, un lieu dédié aux indépendants ici à Vitrolles et une riche programmation d'événements et d'ateliers comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Et je laisse d'ailleurs la parole à nos intervenants qui vont se présenter. Bon, le sujet d'aujourd'hui, quand Auguste, Guillaume et puis Emma m'ont contacté, ils m'ont dit il y a quand même un sujet récurrent chez les indépendants et les dirigeants d'entreprises dirigeantes, c'est la partie créativité, comment est-ce qu'on fait parler de soi, qu'est-ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, et si on dit des bêtises, et si on n'est pas si intéressant que ça. Et donc on s'est dit, on a deux choix, soit on se fait un talk un peu inspirationnel où on vous raconte nos réussites, nos succès, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Why not, pourquoi pas, ça a déjà été fait, on pourra en parler après le talk. Mais on s'est dit, et si on faisait quelque chose d'assez le plus actionnable possible, découpé selon 3 chapitres qu'on va voir ensemble. Et dans chacun des chapitres, on va dérouler un certain nombre de conseils qui sont liés bien évidemment à l'expérience de chacun. Vous allez voir, on a des sensibilités et des manières de créer, d'aller chercher de la créativité différente. Donc c'est aussi ce qui est intéressant dans les invités que j'ai avec moi aujourd'hui. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. C'est la question classique. On commence par qui ? Allez, on va commencer par Brice. T'as le micro. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être venus. Du coup, moi je suis Brice Schwartz, j'ai commencé dans le freelancing il y a 5 ans et demi maintenant. J'étais étudiant freelance à l'époque et maintenant je suis freelance à temps plein depuis bientôt 4 ans. Je fais du copywriting, de la rédaction web, en gros j'écris pour les marques, pour les dirigeants sur internet et je les aide à écrire dans de la stratégie, de l'accompagnement. Et je parle aussi aux indépendants via mon média qui s'appelle Slow Freelancing, le podcast. Il y a aussi une newsletter associée, il y a aussi une formation, il y a plein de choses derrière. Où en gros, je propose une vision de l'indépendance qui est plutôt alléchante, puisque le but c'est de travailler moins, mais mieux, sans gagner moins. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, et je participe parfois à des événements comme ça pour essayer de faire avancer ce que je considère comme une grande cause qui est l'indépendance et le freelancing. Et bonsoir à tous. Moi, je reconnais certaines têtes et d'autres que je connais pas encore et que j'aurai plaisir de découvrir après. Moi, je suis celle qui parlera le plus fort dans la conférence. Voilà, c'était pour moi le petit clin d'œil. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire si je parle trop fort. Moi, je m'appelle Claire. Je suis chef de projet marketing communication digitale à mon compte depuis 4 ans. Moi, j'ai jamais été salariée. Je me suis lancée à mon compte directement après les études et même pendant les études. Et donc, moi, j'accompagne vraiment les clients de la start-up au grand compte dans l'aspect vraiment stratégie. Je les aide vraiment à prendre un petit peu de la hauteur sur tous leurs projets, voilà, site internet, acquisition, ce genre de sujet. Et j'ai également cofondé du coup un collectif de freelance qui s'appelle La Collab à Marseille, qui est un collectif aujourd'hui qui représente 150 indépendants, uniquement dans les métiers du marketing, communication et digital. On a 4 antennes, une antenne à Toulouse, une antenne à Paris, à Nantes et celle du coup de Marseille. Il y a une de mes collaboratrices ici, Cynthia, qui se présentera. Voilà, donc pareil aussi, j'œuvre pour la cause des indépendants, puisque finalement, je ne connais que ça aussi. Donc pour moi, c'est facile d'en parler et j'en parlerai avec plaisir avec vous ce soir. Et j'espère vous donner des conseils pratiques et utiles pour vous. Et du coup, merci Claire. Je suis Cynthia Decamp et je suis en brand stratégie, c'est-à-dire je fais des stratégies marketing, des stratégies de communication. Je suis anciennement dans les grands groupes et aujourd'hui, je me suis lancée en 2021 en tant que freelance pour accompagner les entreprises, les petites et les grandes. Et surtout, je fais partie du collectif La Collab qui du coup fédère ces freelances à travers la France. Voilà. Je te reprends le micro. Et c'est vrai que moi, je ne me suis pas présenté, quand même. Donc moi, je suis un ancien freelance. Je fais un peu moins de prestations de services aujourd'hui, mais j'ai surtout créé un média qui s'appelle Tribu Indé, qui œuvre aussi pour la grande cause des indépendants. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu des différentes briques qui sont arrivées. J'ai d'abord commencé par un podcast sur le freelancing, puis une newsletter, puis des événements. Et je fais de plus en plus, effectivement, de conférences, de formations. Alors, vous avez vu, j'ai aussi un profil marketing. Alors, vous allez vous dire, pour les moins marketeurs d'entre nous, ok, mais là, on va avoir des marketeurs qui connaissent le sujet sur le bout des doigts. Déjà, première chose, c'est pas parce qu'on est marketeur qu'on est à l'aise de parler sur les réseaux sociaux, que c'est facile pour nous aussi de le faire et de se jeter à l'eau. Mais sachez aussi que tous les conseils qu'on va vous partager
sont applicables pour quel que soit votre métier, parce qu'on ne va pas se focaliser sur votre compétence métier qui est propre à chacun et chacune d'entre vous, mais plutôt sur des conseils qui peuvent s'appliquer quel que soit votre projet entrepreneurial. Que vous fassiez de la prestation de service aujourd'hui, que vous ayez une agence, un projet start-up demain. Donc ça, c'est à garder en tête, n'ayez pas le prisme. C'est des marketeurs qui vont parler de choses très très marketing. L'idée, c'est qu'on a balayé large volontairement pour pouvoir vous adresser le maximum de conseils. Oui. J'ai pas compris votre prénom. Alexis, pardon, c'est vrai que je me suis... Et on peut se tutoyer, on est entre nous. Vous êtes prêts, on démarre ? Allez, c'est parti. Du coup, on s'est dit 3 chapitres pour aborder le sujet de la créativité, de la création de contenu. On va démarrer sur un premier chapitre sur les routines, notamment les routines pour booster notre créativité. C'est un petit peu les fondations. Avant de partager, de diffuser et de créer du contenu, eh bien, il faut remplir son réservoir d'idées. On passera ensuite sur le passage à l'action. Comment est-ce qu'on prend la parole sur Internet et comment surtout on passe à l'action. Généralement, on s'arrête, on a plein d'idées, mais qui restent dans un coin de notre tête, sur des carnets. Là, l'idée, c'est de vous aider à passer à l'action. Et puis, on terminera sur comment est-ce qu'on diffuse ces contenus, ces idées, et surtout comment on mesure l'impact, comment on est capable aussi de s'améliorer sur les contenus qu'on est capable de produire. Sur le premier chapitre, sur les routines pour booster sa créativité, le premier conseil qu'on a listé, qu'on a préparé ensemble, c'est de trouver son rythme et son environnement pour créer des choses. Et je vais passer la main à Cynthia qui nous avait partagé, quand on a préparé ce talk-là, une idée surprenante, mais que j'ai testée et qui fonctionne très très bien. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, c'est une question de créativité. Alors, comment être créatif ? Eh bien, il y a des lieux, il y a des environnements qui sont favorables. Savez-vous que la nature est un endroit, est un environnement qui est ultra favorable pour développer votre créativité ? En tout cas, j'aimerais que vous puissiez essayer de vous promener dans la nature, d'aller écouter le bruit des vagues, d'aller toucher le sable, d'aller faire un câlin à un arbre. En tout cas, vous verrez qu'ils seront très généreux en retour. Et non, je ne suis pas folle, en fait. C'est juste que travailler et produire dans un environnement clos n'est pas forcément favorable. Donc voilà, la prochaine fois, peut-être que ça sera la bonne. Allez-y. À l'inverse, Brice, toi, si on parle routine, comment est-ce que tu trouves des idées ? Comment est-ce que tu alimentes ton cerveau en créativité ? Est-ce que c'est très normé, c'est très cadré ? Est-ce que, comme Cynthia, tu te balades en forêt ? C'est quoi, toi, un peu ton rythme et ta routine ? Pourquoi pas faire des câlins à des arbres, c'est vrai que je le fais pas tous les jours, mais il paraît que c'est pas mal. Non, moi j'ai envie de parler de rythme, justement, donc de rythme au sens où, pour moi, il faut pas forcer les choses. C'est-à-dire que quand on veut se lancer un peu sur les réseaux, quand on veut commencer à parler de soi, de sa marque, de son entreprise, on se dit, ok, il faut que je me force à être régulier. Alors la régularité, c'est très bien, mais il y a régularité et régularité. On peut se dire, je commence à créer un contenu par semaine, c'est très bien, c'est déjà une certaine régularité. Par contre, si on se dit tout de suite, je vais essayer de créer un contenu par jour sur tel réseau que je connais très peu, on va vite se fatiguer, on va vite perdre en inspiration, donc ça va se répercuter sur les qualités. Donc essayer de comprendre son rythme, essayer de se dire, ok, je suis quelqu'un de plutôt créatif le matin, donc peut-être que le matin, on va se poser un peu, on va essayer de trouver les 3 idées, on va essayer de faire des choses pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, ou alors plutôt le soir, ou alors plutôt le week-end, plutôt la semaine. À voir. En tout cas, on a tous un rythme différent. Ça va du rythme du sommeil au rythme de l'inspiration, de la créativité. Il y a quelqu'un à l'époque qui disait que la créativité et l'inspiration, il ne fallait pas l'attendre, il fallait la provoquer. C'est vrai, mais c'est bien aussi de profiter du flow un peu, de se dire, ok, là je me sens inspiré, je vais m'y mettre. Et quand on ne le sent pas du tout, de pas forcément s'y mettre, en fait, tout simplement. Parce que sinon, ce qu'on va faire, ça va être moins bien, il va falloir repasser dessus. Et si on avait attendu une journée ou plus, peut-être que ça aurait été beaucoup plus vite, quoi. Trouver un rythme, c'est la première étape, je pense. Avec le lieu, on a déjà deux bons piliers là. Alors, avant de passer la main à Claire, je vous avais prévenu, on a parfois des idées, comment dire ça de manière politiquement correcte. On a des idées parfois divergentes, et on a un exemple parfait là. Là où Brice, effectivement, c'est que ta manière de faire, de prôner trouve ton rythme et accepte de pas forcément avoir de routine très cadrée pour trouver des idées, générer des idées, etc. Moi, j'avoue que j'ai l'expérience, j'ai mon biais d'expérience contraire qui est, moi, j'encourage les gens à trouver justement des routines et avoir un process de création qui est très cadré. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a 2 process en amont qui sont complètement différents et à l'opposé, et le résultat est le même. C'est-à-dire que
Brice comme moi, on arrive à créer de manière plus ou moins régulière du contenu sur Internet. Moi, le conseil, j'aime bien prendre... Est-ce qu'il y a des geeks ou des anciens joueurs de jeux vidéo là dans la salle? Quelques-uns? Est-ce que si je vous dis Age of Empires, ça vous parle ou pas ce jeu? Un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion, pour faire très simple, dans lequel vous arrivez, vous avez quelques paysans et le but du jeu c'est de créer un château, de créer un empire et de faire évoluer votre civilisation à travers les âges. Je vois un peu la création de contenu comme ça. C'est-à-dire que au début vous commencez tout petit, mais si chaque jour vous mettez pas en place des petites actions, on ne se dit pas de se bloquer une journée entière pour créer du contenu, mais des petites actions, une demi-heure, où vous mettez à votre bureau, vous dites ok, quelles sont toutes les idées que je peux sortir? Au début c'est difficile, et bien ces petites actions répétées avec le temps permettent d'habituer votre cerveau à aller chercher des nouvelles idées, à aller chercher des associations d'idées. Donc moi, contre-intuitivement, c'est vrai que j'aime bien me bloquer, par exemple, le matin, une de mes premières tâches, c'est de trouver des idées. Avant même de me mettre à travailler avec mes clients, c'est de prendre mon carnet, de prendre un document vierge et de noter plein de trucs. La plupart des choses ne sortiront jamais sur Internet, la plupart des choses ne sont pas très bonnes, mais dans l'eau, il y a toujours 2-3 petites pépites qui vont permettre ensuite de pouvoir avancer sur le processus de création. Toi, Claire, est-ce que tu avais sur la partie routine, est-ce que tu as des conseils, des petits des tips que toi tu fais pour ta création de contenu? Moi, je rejoins un petit peu tout ce que vous avez dit, mais moi, le plus important pour moi, je trouve, c'est de m'inspirer des autres. Moi, je marche beaucoup à l'intelligence collective et aux synergies. Et c'est vrai que ce que tu disais de trouver des idées, en fait, moi, je compte pas que sur moi pour trouver des idées. Il y a plein de gens qui ont de merveilleuses idées autour de moi. Et du coup, je me sers d'eux, en fait, pour trouver et nourrir un petit peu mes idées. Par exemple, moi, quand je crée des contenus pour les réseaux sociaux pour mes clients, en fait, il m'arrivait que, par exemple, j'allais sur Instagram le soir pour me détendre ou voilà, pour moi personnellement. Et en fait, je voyais une publication et je me disais, cette publication, je pourrais moi aussi l'utiliser pour le contenu de mes clients. Je pourrais la réutiliser comme ci, comme ça. Et en fait, ça m'inspirait. Les idées des autres m'inspiraient. Donc je pense que c'est important de créer un climat propice à la créativité, c'est important de créer aussi un rythme régulier, mais c'est aussi important de s'inspirer des autres. Je crois que c'est peut-être Henry Ford, je ne saurais pas dire si c'était vraiment lui, mais je crois que c'est lui qui a dit que finalement copier c'était gagner. Finalement, moi je suis un petit peu d'accord avec ça. Après, attention, hein. On va pas le prendre au pied de la lettre parce que il faut pas copier les business des autres et les idées des autres, mais en fait, on faut se le réapproprier avec sa propre personnalité et sa sensibilité et générer du coup et trouver des nouvelles idées. Voilà, donc moi, c'est un petit peu... mon type, c'est un peu de s'inspirer des autres et de s'inspirer de ce qui a été fait et essayer de voir comment on peut le réattribuer, le refaire pour son entreprise et sa propre créativité aussi. Oui, effectivement, c'est le deuxième conseil qu'on s'était vraiment noté, de se dire, on se dit toujours, il faut qu'on ait la bonne idée, il faut qu'on ait l'idée unique, l'idée différenciante. Et là-dessus, on était vraiment tous d'accord et alignés là-dessus, sur n'essayez pas de réinventer la roue. Aller chercher, aller puiser de l'inspiration un peu partout. Toi, par exemple, Cynthia, comment est-ce que tu t'inspires des autres? Est-ce que c'est en scrollant sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est en suivant des créateurs précis? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? En fait, vous allez repérer quand vous allez benchmarker, donc trouver vos références sur Internet, vous allez suivre des créateurs que vous aimez bien parce que vous partagez les mêmes valeurs, parce que vous aimez bien leur vision, vous aimez bien leur style. Et du coup, c'est s'abonner à ces gens-là, mettre des alertes et vraiment en faire vos référentiels en termes d'inspiration. Parce qu'on pique en effet pas mal d'idées à ces gens-là, parce qu'en fait, on se ressemble. Sauf que peut-être qu'eux, ils n'ont pas passé le pas et ils sont déjà live. Et vous avez peut-être besoin de cette inspiration. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre en référence et les regarder, les suivre. Toujours sur l'inspiration, moi ce qui fonctionne pour moi, en tout cas ce que je recommande, c'est de s'inspirer d'un maximum de créateurs, médias, personnes. Pas forcément de tous les prendre, de s'abonner à tous et de tout regarder, mais en tout cas d'aller un peu faire d'abord de la quantité et après se focus sur la qualité. Donc se dire, par exemple, j'ouvre un compte TikTok, par exemple, parce que c'est un des rares comptes qu'on n'a peut-être pas tous encore. Je vais m'abonner à plein de personnes qui m'ont l'air intéressantes de près ou de loin. Je me désabonne dès que ça m'intéresse plus. Moi, j'avoue que je me désabonne rapidement des gens, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube ou autre. Je vois 3 contenus qui me plaisent pas. Merci, au revoir. Même si on s'aime bien, même si on se connaît personnellement ou quoi. Je suis abonné à beaucoup de personnes. Sur YouTube, je dois être abonné à 200 chaînes. Je dois écouter des centaines de podcasts. Je regarde pas tout, j'écoute pas tout. Mais j'essaie vraiment d'explorer au maximum. Parce que plus on entre en contact avec un grand nombre d'inspirations, plus on peut trouver des choses qui nous correspondent. Et la deuxième chose, c'est le système un peu de recommandation. Un truc tout bête,
pas lié au business, mais qui peut s'y rapprocher, s'en rapprocher, c'est le cinéma. Je vais que voir des films que je sais que je vais aimer d'avance parce que un média, une personne, un ami m'a recommandé ce film. Donc je sais que si je suis abonné, si j'écoute cette personne, c'est parce que cette personne me connaît, on évolue dans le même univers, donc je sais que je vais aimer le film avant d'aller le voir. Donc je regarde même pas le synopsis, je regarde pas la bande-annonce, je sais que je vais l'aimer, donc j'y vais. Et ça marche pareil sur les podcasts, sur les chaînes YouTube, sur les médias, sur les livres. Plutôt que d'acheter un livre au hasard, c'est ce qui peut être aussi une très bonne stratégie, j'achète que des livres que je sais d'avance que je vais apprécier. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que vu que telle personne me l'a recommandé, je l'ai entendu dans tel podcast, c'est que ça va être super. Donc voilà, inspiration en se basant sur d'abord la quantité, puis la qualité, et système de recommandation qui fonctionne assez bien. Même s'il y a un effet de bulle qui peut être un peu dangereux, on risque de s'enfermer un peu dans un système, mais voilà, et garder l'esprit ouvert quand même à côté de ça. Et c'est vrai que j'aime bien dire que les bonnes inspirations ne sont pas celles que vous croyez. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand vous arrivez par exemple sur une nouvelle plateforme, vous dites bon il faut que j'aille suivre d'autres personnes pour voir un petit peu ce qu'elles font, comment elles le font, quels sont les sujets qu'elles traitent, quelles sont les réactions, etc. Et donc généralement, on a le biais d'aller suivre les top créateurs, les top créatrices, les personnes qui sont le plus visibles. Et parfois, on reste coincé dans le fait de suivre uniquement ces personnes-là parce qu'elles sont visibles, parce qu'elles font des vues, parce qu'elles font des likes, et pas nécessairement parce que le contenu nous touche, c'est ce que disait Brice tout à l'heure, parce que le contenu nous touche, parce qu'on est sensible à l'angle qui est pris, au contenu qui sont partagés. Et donc, moi, un conseil que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, au démarrage, balayez large sur les personnes qui vous inspirent et allez chercher les sources de ces mêmes personnes-là. Par exemple, un truc que moi, je faisais beaucoup et que je continue de faire, c'est par exemple quand vous lisez un livre, si je reprends l'exemple de Brice, et de vous dire, allez, une fois que vous avez lu le livre et que le livre est sympa, allez regarder la table, le lexique, toutes les recherches, les notes qui ont été faites, les livres qui ont été sur lesquels l'auteur s'est inspiré pour écrire ce livre-là, et aller chercher à la source les personnes qui eux-mêmes ont inspiré les créateurs et créatrices que vous suivez. C'est là où vous allez aussi pouvoir trouver des idées peut-être un petit peu différentes pour aller chercher l'information là où elle est au démarrage, quoi. Ça rentre un peu dans les recommandations, mais du coup c'est vraiment l'ascendant, quoi. C'est de trouver qui a formé cette personne, où est-ce qu'elle-même se renseigne, se forme, et justement remonter comme ça, c'est pas mal. Et alors Cynthia et Claire, vous faites partie d'un collectif. Je sais que c'était un sujet important pour vous. Pareil, on se dit, en fait, pour créer, il faut être seul, quoi. Il faut être seul, petite musique, petite musique relaxante, potentiellement dans un parc ou ailleurs. Vous êtes plutôt team collective, de bosser, en tout cas de faire émerger des idées plutôt en collectif. En fait, je pense qu'il y a un moment pour tout. Moi, je suis à fond intelligence collective, je pense que vous l'aurez compris. Mais je pense qu'il y a des moments pour tout. Moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai besoin aussi de me ressourcer, me retrouver seule. Parce que quand tu es constamment avec des personnes, c'est hyper stimulant. Ça te donne énormément d'énergie, mais à la fois, ça t'en prend aussi beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des moments pour tout. Mais en fait, c'est pour moi, personnellement, je vois en tout cas, et on pourra en débattre, mais il y a des personnes qui naissent un peu plus créatives que d'autres et d'autres qui le deviennent avec le temps, qui nourrissent leur créativité aussi avec des exercices, etc. Et moi, je sais que je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont besoin de nourrir sa créativité et que je me nourris au contact des autres. Donc, pour moi, il y a des moments où j'ai besoin d'être seule avec un environnement de travail précis, mais que d'un autre côté, le fait d'être toujours à droite à gauche ou le fait d'être vraiment avec des personnes et de faire des moments de brainstorming, phase d'idéation, ça m'aide aussi en fait à générer des idées. En fait, parfois, nous, on fait des brainstorming avec la collab, on vient avec une idée et en fait, on ressort, on est 3 millions d'idées et on n'a pas du tout parlé de pourquoi on était là au début, quoi. Ça arrive, c'est les fameuses réunions qui servent à rien, mais en fait, qui servent à quelque chose quand même au bout du compte. Mais très souvent, voilà, je trouve que c'est générateur de nouvelles idées surtout. Le collectif est là pour t'aider si tu as vraiment un moment de creux, le syndrome de la page blanche, etc. Mais en fait, ça t'aide encore plus au-delà de ça. Parce que ça te génère plein de nouvelles idées, ça te fait rebondir sur des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et moi, je trouve que c'est encore plus ça qui est fort. Mais je reste quand même d'avis qu'il y a des moments où il faut que tu te retrouves seul. On n'en a pas parlé, je pense, tout à l'heure, mais l'histoire aussi de couper les notifications, je ne sais pas si tu voulais en parler tout à l'heure, Alexis, mais pour moi, c'est primordial. On vit dans un monde où tout va à 3000 à l'heure, il y a énormément de sollicitations. On peut être sollicité par sa famille, par ses collègues, par les bruits aussi. Par exemple, les livreurs qui viennent sonner à votre porte, si vous êtes en télétravail, ça vous dérange au moment de la créativité. Voilà, donc si vous pouvez au moins enlever vos notifications et éviter d'avoir 32 millions d'emails, en plus c'est mieux pour la planète, je pense que c'est vraiment important. Et pareil, quand on est en phase d'idéation, c'est important aussi que tous les cerveaux soient connectés pour créer le meilleur jus de cerveau et la meilleure intelligence collective possible, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Claire. Et du coup, je voulais juste conclure sur l'intelligence collective. Bah forcément, on est toujours meilleur à plusieurs. On est toujours plus inspiré quand on va confronter son idée à un marché, un collègue, à un freelance, à une autre personne, à votre mari, à votre femme. Parce que votre idée, peut-être qu'elle est géniale et qu'elle a juste besoin d'un peu plus d'aide et que derrière, ça va faire des étincelles. Voilà. N'hésitez pas à échanger là-dessus avec d'autres personnes. Et c'est vrai que finalement, moi par exemple, je suis quelqu'un d'assez solitaire, même dans la création. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Je fais une différence entre la timidité et l'introversion, on pourra en reparler, mais moi j'ai besoin d'avoir des moments, notamment des moments créatifs où je suis seul. En revanche, moi j'utilise, et ça peut être par exemple une bonne idée, là on est en collectif, moi j'utilise le collectif comme un acte de responsabilité et une prise d'engagement. Et donc par exemple, ça fait 2-3 ans maintenant que j'ai un groupe d'échange avec lesquels on s'engage au trimestre par exemple, sur des projets, sur des actions auxquelles en fait on doit rendre des comptes. Finalement, rien ne se passe si on ne rend pas de compte, mais le fait de s'engager auprès d'autres personnes qui sont dans la même mouvance que soi, qui ont envie d'avancer, de faire des choses, potentiellement de créer, moi en tout cas c'est une forme de motivation où je me dis, quand on se rappelle ou quand on se refait une visio, ce serait quand même dommage de dire que j'ai rien fait, quoi. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, la troisième fois on se bouge un peu. Par exemple, typiquement, si vous êtes là, c'est potentiellement que vous avez envie soit d'accélérer sur votre création de contenu, soit de vous y mettre une bonne fois pour toutes. Ça pourrait être l'occasion à la fin de prendre chacun les numéros et puis de vous dire ok, dans 1 mois voici mon objectif et un petit texto d'ici 1 mois et on verra qui a avancé. Ça c'est une bonne responsabilisation. Moi je le fais plutôt comme ça, c'est intéressant, quoi. Tout à fait d'accord. Et ça faisait partie d'un de mes tips aussi, l'engagement, la responsabilité envers quelqu'un. Forcément, quand on est indépendant, des fois, on est souvent seul. Et en fait, on n'arrive pas à avancer, à passer le cap, à oser. Et moi, je trouve que le fait de s'engager envers quelqu'un, forcément, si t'es indépendant, c'est que t'as plus envie de te justifier. Forcément. Mais du coup, tu sais que la personne, elle va t'attendre au tournant et que le vendredi soir, elle va te dire je t'ai pas vu, j'ai pas vu ton contenu sur LinkedIn, là, qu'est-ce que t'as fait? Et comme t'as pas envie de te justifier, tu vas tout donner, tu vas trouver le temps, peu importe, pour créer le contenu et tu vas passer à l'étape. Moi, je le fais beaucoup, ça. Et je recommande aussi énormément aux indépendants ou aux solopreneurs, en tout cas les personnes qui ont une entreprise, d'avoir un business friend. Moi, je recommande vraiment d'avoir quelqu'un avec qui discuter justement de votre entreprise, qui n'est pas forcément votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, quelqu'un de votre cercle proche, parce qu'ils ne sont pas forcément de bons conseils des fois, parce qu'ils disent oui, tout ce que tu fais, c'est super ma fille, continue comme ça. Mais plutôt d'avoir quelqu'un assez réaliste, les pieds sur terre, qui est vraiment votre business friend, à qui limite vous devez rendre des comptes et que lui aussi doit vous rendre des comptes. Parce que ça, je trouve que ça fait avancer, bien sûr, sans jugement. Mais c'est quelque chose qui fait avancer étape par étape. Et moi, je le recommande vraiment. Parce que s'il n'y a personne pour venir nous challenger et nous mettre un petit peu la fessée au bout du compte, on est tous des humains. Et on se dit tous, c'est pas grave, je le ferai le mois prochain. Ou je procrastine parce que j'ai d'autres urgences sur le feu. Et ça s'entend encore une fois. Mais je pense que c'est primordial, en tout cas, si on veut atteindre les objectifs. Et ce, assez rapidement, quoi. On sent le vécu, je veux pas... Ouais. J'ai mis beaucoup de fessées et je ressens aussi, du coup. Écoute, on ne veut pas savoir, ou alors plus tard, mais... Sur le deuxième chapitre, sur le fait de prendre la parole, généralement, vous allez avoir des idées. Ce qui se passe, et on l'a tous vécu, je pense, c'est que on peut vite tendre à l'autocensure et de se dire j'avais des bonnes idées, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en même temps, je suis pas vraiment expert ou experte pour en parler. Là, on arrive au premier blocage qui est l'état d'esprit à avoir quand on se met à créer. Et on s'est dit, il y a un état d'esprit créateur versus expert. Et quelle posture on a envie de prendre aussi quand on se met à créer. Toi, Brice, tu voulais aussi peut-être rebondir sur justement, tu vois, quel état d'esprit toi tu as eu au démarrage que tu as créé. Et est-ce que cet état d'esprit-là a évolué avec le temps, avec ta prise de confiance, ou bien tu continues d'avoir le même état d'esprit, même tu vois, des années après tes premiers contenus? C'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai commencé à créer du contenu dès le début, donc pas dès le début, mais dès le début de ma vraie lancée en freelance, donc il y a 3 ans et demi. J'ai lancé mon site, j'ai lancé mon blog, je commençais à publier de plus souvent sur LinkedIn, etc. Mais au départ, ce que je faisais comme contenu, ça aurait pu être le contenu de n'importe qui. Je faisais des articles sur comment écrire un bon article, je faisais des articles sur qu'est-ce que les personal branding, je faisais des posts LinkedIn sur ma vie d'étudiant en freelance, donc c'est très bien. Mais c'était pas marqué, en fait. C'était pas du tout assez marqué de qui j'étais, en fait. C'est-à-dire que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Avec le temps, j'ai
j'ai commencé en fait à tester des choses qui étaient d'être de plus en plus clivants, bon, sans chercher à tout prix à piquer, mais en tout cas à partager des idées en restant à peu près dans le domaine pro, même si parfois, enfin, pour moi, les domaines sociétaux, politiques, etc., rentrent dans le pro, parce que le travail fait partie d'une société, n'est-ce pas? Vaste sujet, mais j'essaie aujourd'hui de me mettre le moins de filtres possible. Alors, avant de poster un article, un podcast ou autre, je réfléchis à ce que ça va pas plus me desservir qu'autre chose, c'est quand même bien d'y penser. Mais je pense que, vu qu'on est tous uniques, évidemment, on est tous uniques par qui nous sommes, par nos parcours, par ce qu'on fait. Même si on a des métiers qui peuvent se ressembler, on peut être coach de ci, rédacteur de ça, etc. La manière dont on va le faire, alors on va respecter des bonnes pratiques, on va respecter des règles, on a une formation, on sait comment faire pour qu'un contenu soit bien référencé, etc. Mais on peut avoir des préférences sur un outil, par exemple. On peut avoir des préférences sur les manières de travailler. On peut avoir plein de choses qui sont personnelles et du coup, pas hésiter à les partager. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous différencier. Et du coup, si quelqu'un parle du même sujet avec le même avis, le fait que nous, on va ajouter des petits éléments personnels, même si au début, c'est dur de parler de soi. Il y en a qui n'ont pas trop de problèmes là-dessus, pas assez parfois. Mais parler de soi, aujourd'hui, en tout cas, ça marche bien. Et c'est ça qui intéresse les gens. Parce que savoir comment faire des articles un peu tuto classiques, etc., c'est bien, mais on va pas s'intéresser à qui l'a écrit. On va se dire, ok, c'est super. Mais l'histoire de telle ou telle personne qui me donne son retour d'expérience, ce qu'il a appris avec tel client, ce qu'il a appris avec tel contenu, etc., là, ça va un peu plus loin. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mais justement, pour rebondir, Cynthia, toi, tu me disais, un des conseils, une des choses que je garde en tête, c'est de faire simple, de partager surtout mon avis et de prendre position. Qu'est-ce que ça veut dire prendre position, tu vois, que tu n'as jamais créé? Quelle était toi la réflexion, tu vois, quand tu as posté tes premiers contenus sur Internet aux yeux de tout le monde? Un conseil que je vais vous donner à tous, c'est d'imaginer le syndrome de l'imposteur et de le mettre à la poubelle de suite, maintenant. Et de vraiment construire vos contenus en vous disant que vous êtes légitime. Parce qu'en fait, pourquoi l'autre est plus légitime que vous? Non, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre la parole en étant vous-même. Moi, je trouve que c'est fantastique. On a évolué, en fait. On était dans une société Instagram où c'était le statut, c'était le beau, c'était la vitrine du beau. Sur LinkedIn, par exemple, c'est une plateforme où, bien entendu, il y a aussi du storytelling, mais on a le droit de se raconter. On a le droit de prendre une information et de donner, de partager des choses personnelles ou pas. On met le curseur, mais on peut être un expert et être aussi légitime qu'un autre expert qui a peut-être un gros poste, mais qui a peut-être pas plus d'expérience que vous. Donc, n'ayez vraiment pas peur de prendre cette parole et d'exprimer votre avis. C'est important d'avoir un avis tranché. Les gens n'aiment pas que vous soyez fade. Les gens veulent que vous donniez une opinion très claire. Et ça va créer des échanges, des conversations, ça va créer de l'engagement. Et les gens ne veulent pas entendre dire « la pénurie de carburant, c'est mal ». Bon, ok, c'est fade ça. Les gens veulent dire « je suis contre les Jeux Olympiques ou contre les Jeux d'hiver au Qatar ». Voilà, on est, ou le football au Qatar. On est vraiment sur des positions claires. Elles ne peuvent pas forcément être politiques ou écologiques, mais engagez-vous et dites, voilà, je déteste LinkedIn parce que ça devient Facebook. Là, ça va créer des échanges. Et les gens on va créer des conversations et ça va créer bien sûr des interactions. Voilà. Et peut-être pour conclure, après je te laisserai si tu as un petit mot à dire sur ça, c'est que vous serez toujours l'imposteur de quelqu'un d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours meilleur que vous, sauf si vous êtes numéro 1 dans votre catégorie, ce que je vous souhaite, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas mon cas, c'est le cas de personnes là autour de moi. Il y aura toujours meilleur que vous. Et donc, c'est aussi une question de posture et d'attitude, de se dire, est-ce que je m'auto-proclame expert et c'est moi, je sais tout et je vais vous apprendre concrètement comment fonctionne mon métier, comment fonctionnent mes accompagnements, comment fonctionne mon business, ou bien c'est de prendre moi j'aime bien cette posture d'explorateur. Se dire, voilà, je viens avec ma sensibilité, avec mon vécu, avec mon analyse de mon métier, de ce que pensent mes clients, de comment est-ce que j'accompagne mes clients, et je me pose en explorateur où je partage au monde, entre guillemets, ce que moi j'ai appris, ce que j'ai envie d'apprendre et comment je prends une information
et je la fais passer par mon prisme à moi, plutôt que de dire c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement. Et là, effectivement, le syndrome de l'imposteur peut vous arriver en pleine gueule parce que les gens vont se dire mais pour qui cette personne-là se prend, versus quand vous avez une posture d'explorateur, les gens viennent pas vous dire mais qui t'es pour raconter ça. On va être plutôt dans la co-construction et l'échange comme tu le disais, Cynthia. Claire, tu veux rajouter quelque chose ? Non, franchement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit globalement. Après, juste, je voudrais clôturer sur le fait de dire, en fait, il faut dédramatiser, il faut le relativiser. Quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, comme disait Alexis, nous, on n'est pas non plus les plus connus sur la planète. Et en vrai, le post, il va rester une durée de vie hyper limitée. En fait, moi, au début, je me suis dédramatisée comme ça. Parce que forcément, moi aussi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur et je l'ai encore. Tous les jours, je pense. C'est pas évident des fois de prendre la parole sur des thématiques où on se sent pas légitime, etc. Mais en fait, je me suis dit, dans tous les cas, en vrai, déjà, sur toute ma communauté, c'est même pas sûr que tout le monde le voit. Et puis, dans tous les cas, dans 3 jours, plus personne n'en parle. Et puis, dans tous les cas, je suis même pas sûre que quelqu'un en parle. Parce que du coup, je suis pas quelqu'un de très connu et que c'est pas grave, en fait. Donc, au début, moi, je me suis vraiment dédramatisée comme ça. Enfin, vraiment relativisée en disant, puis c'est pas grave. Et puis, même si vous vous plantez et que vous prenez pas exactement la parole comme vous l'avez voulu, vous êtes resté vous-même, ce que tu disais aussi, et pareil le point, restez vous-même. Et quand on fait des prestations de service, et moi ça c'est quelque chose que j'ai touché du doigt il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière d'ailleurs, où en fait on m'a dit, moi j'ai rejoint le collectif pour toi. Et je dis, ah bon, mais pas pour les valeurs, pas pour ce que prône la collab, enfin voilà. Non, pour toi. Et en fait c'est ça aussi quand on est une prestation de service. Souvent, on met un produit, quand on incarne sa marque, les gens, ils se rejoignent pour vous. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous mettre en avant parce que les gens, c'est vous qui veulent voir et pas votre produit, votre service. Et puis voilà, relativisez, prenez la parole, osez, parce que dans tous les cas, pas tout le monde le verra. Et au pire, même si les gens le voient et qu'ils sont pas forcément d'accord, ils prendront pas le temps de vous le dire. Donc, je pense que vraiment, sur ça, faut prendre un petit peu de recul. Et moi, c'est vraiment mon conseil pour oser se lancer, en tout cas pour ceux qui ont un syndrome de l'imposteur. Un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est avoir une première boîte à outils, quoi. C'est un peu comme dans le bricolage. Je n'ai pas pris le bon exemple parce que je ne suis pas le meilleur des bricolos, mais globalement, j'ai un tournevis, une perceuse à moitié chargée et quelques vis. Pour la création de contenu, c'est pareil. L'idée, c'est pas d'avoir une flopée d'outils qu'on utilise une fois et qu'on collectionne, mais plutôt d'avoir quelques outils bien spécifiques qui nous permettent d'augmenter un peu notre rapidité de création, etc. Toi, Cynthia, par exemple, quels sont si tu avais 2-3 outils grand max que tu utilises au quotidien, lesquels ce seraient ? Alors, niveau outils, vous avez des outils gratuits et collaboratifs qui s'appellent Trello, où en fait, vous allez créer facilement des thématiques, par exemple. Vous allez vous dire, j'ai une thématique qui va être la créativité, l'autre, ça va être l'inspiration. Enfin, vous créez vos thématiques. Et derrière, dès que vous avez une idée, vous allez la mettre dans la thématique. Donc déjà, ça sera un peu rangé par thématique. Et ça vous permettra, comme outil, de pouvoir le choper à n'importe quel moment de la journée, sur votre téléphone, sur votre ordi, et du coup, de remplir votre page blanche. Donc votre page ne sera jamais blanche, et ça vous permettra d'avoir déjà une base de posts. Ensuite, j'utilise l'outil qui s'appelle Notion, qui est un outil aussi gratuit, et qui est vraiment fantastique, et qui est collaboratif, et qui permet en fait d'avoir un calendrier éditorial, où j'ai carrément mon mois avec... chaque jour, soit la possibilité d'écrire un post, soit je me laisse la tranche de 2 ou 3 posts par semaine. Mais du coup, je clique sur le jour. Par exemple, on va dire demain, si on est vendredi demain, je vais cliquer sur vendredi. Et là, j'ai déjà mon post que j'avais écrit peut-être il y a 2 semaines ou il y a 2 jours. Il est déjà rangé dans vendredi. Donc vendredi matin, je me lève et je vais pouvoir le poster à l'heure sans stress. Il est déjà posé et du coup, on a préparé en amont. Donc voilà, c'est des outils qui sont pratiques et qui permettent de vous organiser. Toi, Brice, alors je sais qu'on se ressemble un peu là-dessus. En termes d'outils, ça va aller très vite, je pense. C'est quoi les outils, la boîte à outils de Brice ? La boîte à outils, on n'en a pas besoin. Ça va direct dans la poche. C'est tout simplement un outil de prise de notes. Alors moi, je suis sur Apple, donc c'est l'application Notes que je retrouve sur mon téléphone, sur mon ordi. Et en fait, ça sert pour tout, aussi bien pour le pro que pour le perso, que pour mes rendez-vous clients, que pour mes idées de post LinkedIn, que pour, des projets que je peux avoir. Je note tout. J'ai une idée, je sur mon téléphone, ça me prend 5 secondes, je note. Et après, je peux en faire ce que je veux. Alors, je dois avoir une centaine de notes qui traînent, dont 90 qui ne me serviront sûrement à rien. Mais parfois, je me dis, tiens, c'est marrant, j'avais pris des notes là-dessus à l'époque, je vais retrouver ça.
et parfois ça peut donner quelque chose. Donc c'est vraiment un outil qui est gratuit. Alors je pense que sur les autres types d'appareils, il doit y avoir aussi des applications de prise de notes gratuites. Alors je connais un peu Notion, je connais un peu Evernote, etc. J'ai déjà un peu testé, mais je voyais pas forcément l'intérêt d'utiliser des outils qui sont souvent en ligne et qui sont en fait qui complexifient quelque chose d'aussi simple que la prise de notes. J'aime bien le minimalisme dans la vie de tous les jours et notamment au niveau business. Et du coup, je trouve que prendre des notes comme ça directement et ensuite utiliser, alors j'utilise quelques autres outils, mais pour créer du contenu, c'est vraiment essentiellement ça. Et après j'en fais ce que je veux, mais au moins je retrouve mes notes en permanence. Et par contre, voilà, le papier, ça fait quelques années que j'y ai pas touché. Je crois pas que je sais encore comment tenir un stylo. Mais bon, est-ce que j'en aurai vraiment besoin un jour? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très digital et c'est pratique parce qu'on peut tout retrouver tout le temps, quoi. C'est vrai que le plus important, c'est d'avoir un endroit, quel que soit l'outil. On a parlé de Trello, on a parlé de Notion. Moi, par exemple, j'utilise Google Doc, mais d'avoir un endroit où vous centralisez l'information, en fait. Pour que quand vous vous mettiez à créer, au début, bien sûr, vous partez d'une feuille blanche et il n'y a rien. Mais au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, vous n'avez plus qu'à, je dirais, piocher dans votre banque d'idées et d'aller tirer un peu le fil de cette idée-là pour en faire un contenu écrit, vidéo, audio, peu importe le sujet. Mais vous avez un peu cette base qui est centralisée. Et effectivement, l'appli de notes de votre téléphone, c'est le meilleur endroit et c'est dans votre poche toute la journée, quoi. Est-ce que vous auriez des tips concrets, là, pour le coup, sur comment est-ce qu'on structure, par exemple, si on se focalise, tout le monde utilise LinkedIn ou pas? Qui n'utilise pas LinkedIn? Qui ne veut pas utiliser LinkedIn? J'ai pas trouvé l'intérêt, donc je suis partie. L'avantage de LinkedIn sur la formalisation d'une publication, c'est qu'il n'y a aucune barrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas savoir faire du graphisme, pas besoin d'avoir du matériel vidéo, audio. Vous avez besoin que de votre clavier et d'une connexion Internet. Si on prend ce cas-là et les conseils qu'on va vous partager peuvent être applicables sur n'importe quel contenu, tiens Claire, toi par exemple, si tu avais un conseil sur comment est-ce que tu formalises par exemple un bon contenu sur LinkedIn, tu ferais attention à quoi en priorité? La phrase d'accroche, clairement, parce que je pense que c'est ça qui fait que les gens vont rester sur ton post et lire. Et en fait, plus les personnes restent sur ton post et prennent du temps à lire ton contenu, plus c'est favorisé par l'algorithme. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment la phrase d'accroche. Donc les fameuses quelques lignes qu'il y a avant le « en lire plus » ou « vous savez plus » ou « Voir plus. Voir plus », voilà, exactement, merci. Pour moi, c'est vraiment capital. Parce que même moi, je clique que si la phrase d'accroche m'interpelle. Donc pour moi, vraiment travailler cette phrase d'accroche et un peu... En journalisme, d'ailleurs, par exemple, tu pourras me contredire si je dis faux, mais on dit souvent, on travaille les 2 premières lignes pour qu'elles te donnent envie de lire les 2 suivantes, pour ensuite te donner envie de lire les 2 suivantes, etc., etc. Pour moi, c'est un petit peu comme ça la création de contenu. Donc, travaillez vraiment votre accroche. Et après, moi, je voulais rajouter pour les outils aussi. Oh, vas-y, je t'ai même pas posé la question. C'est pas grave, on réglera les comptes après. Pour les outils, moi, j'utilise aussi des outils de programmation de posts. Parce que Cynthia parle tout à l'heure de création, des outils pour favoriser la création. Mais en fait, une fois que tu as créé ton planning, moi, je préconise de créer ses contenus en avance. Parce que faire sur le spontané, des fois, ça nous empêche d'être créatif et productif. Donc, moi, je préconise à chaque fois de faire 1 mois de post à l'avance si jamais c'est possible. Et d'utiliser notamment des outils comme Buffer ou Hootsuite qui permettent justement de programmer sur LinkedIn. Parce qu'après, si vous utilisez Facebook ou Instagram, vous avez les outils natifs à Meta qui permettent vraiment de programmer. Mais pour LinkedIn, c'est pas encore le cas. Donc, utilisez des outils de programmation aussi pour gagner du temps. Ça, c'est intéressant. Brice, si tu avais un conseil, toi, je sais que tu parles beaucoup d'incarner ce que tu dis, ce que tu fais. Concrètement, comment toi, tu le matérialises sur un contenu que tu peux créer, toi? Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment de me dire est-ce que ce contenu-là, j'ai envie de le créer parce que j'ai vraiment envie de partir sur ce format écrit, de faire un post LinkedIn, ou est-ce que c'est juste parce que tout le monde fait ça, donc je me dis faut que je le fasse alors. Alors qu'au final, il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de réseaux, beaucoup de formats, beaucoup d'approches. Et quand on commence à faire quelque chose, c'est bien de s'engager un peu et de pas lâcher au bout de quelques semaines, quelques mois. Au bout d'1 an, si vraiment ça donne rien. Faut commencer à réfléchir, mais voilà, et surtout essayer de rester fidèle à ce qu'on est, partager ses valeurs, pas jouer un rôle, essayer de
se mettre en avant, oui, mais à juste titre, mettre en avant ce qu'on sait, ce qu'on est, ce qu'on fait, mais sans prendre le melon et surtout sans raconter de choses qui ne sont pas vraies, parce que ce soit vérifiable ou pas d'ailleurs, ça n'apporte rien. Mais voilà, c'est pour ça incarner, c'est un vaste terme, mais... Avant de passer le micro à Alexis ou Cynthia, je voulais juste dire, posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous lirez votre propre post et vous resterez du temps sur votre propre post? Moi, parfois, ça m'a aidé à me dire, oh non, en fait, c'est trop nul, je recommence. Parce qu'en fait, si vous-même, vous prendrez pas du temps pour lire votre propre post, qui va le faire? Donc ça, c'est hyper important. Même si vous n'êtes pas votre propre cible, forcément, vous incarnez, comme disait Brice. Donc déjà, posez-vous cette question avant d'appuyer sur le bouton publier. Ça, Mais de manière objective. Parce que c'est important. Oui. On peut se dire... Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire est-ce que vraiment ce que je suis en train d'accoucher, entre guillemets, est vraiment intéressant et apporte quelque chose de différent. Je dis pas de nouveau, mais de différent avec un angle qui est un peu plus incarné. Ouais. Cynthia, tu voulais peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Vous avez parlé tout à l'heure d'accroche et du coup, si tu loupes ton accroche, c'est 70% de flop derrière. Donc, concentrez-vous vraiment là-dessus. C'est comme une bande-annonce. Si j'aime la bande-annonce, je verrai le film après. Et il y a une deuxième chose qui est importante après, c'est en fin de poste, partez pas comme ça. Demandez à vos copains qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez dit. Demandez à d'autres personnes de partager leur expérience. Créer des conversations. En fait, LinkedIn, Instagram, Facebook, ce sont des plateformes sociales. Donc, c'est pour sociabiliser, c'est pour avoir des conversations. Donc, demandez leur avis et c'est hyper important. Et en plus, c'est bon pour l'algorithme et pour votre visibilité. Donc finalement, on a dit travailler l'accroche. Si je peux rajouter, jouer des choses qui fonctionnent bien, mais jouer sur l'émotion. Quelle émotion vous avez envie que la personne qui lit votre contenu, écoute votre contenu, regarde votre contenu, quelle émotion vous avez envie de susciter? Alors forcément, il y a des émotions négatives qui suscitent un peu plus d'intérêt, mais vous pouvez jouer sur la surprise, l'émotion, enfin le rire, la colère, le stress, ce genre de choses, et de varier aussi le type d'émotion. C'est un bon test de se dire quelle émotion se dégage de l'accroche des 3-4 lignes, des quelques premières secondes que je fais. On a parlé d'incarner, et donc ça veut aussi dire utiliser le jeu, ne pas se cacher derrière le « on » quand on est seul. Je sais qu'on le voit beaucoup, on a l'impression qu'il ne faut pas dire qu'on est tout seul, qu'on incarne ce qu'on fait tout seul, etc. On a parlé effectivement de la fin d'un contenu, comment est-ce qu'on ouvre la porte à des conversations, créer des conversations. Et je rajouterai peut-être aussi une chose, pour simplifier la création, une idée égale un contenu. N'essayez pas de tout caser, de tout mettre, c'est parfois un peu le syndrome de l'expert, de dire « ouais mais j'ai pas couvert en totalité le sujet que je suis en train d'aborder, il faut que j'en mette un maximum ». C'est le meilleur moyen de perdre la personne qui est en train de lire ou d'écouter votre contenu. Donc dites-vous une idée, un contenu, un objectif. C'est vraiment important de faire ce test-là et de passer tous vos contenus sur tous les prismes qu'on a vus ensemble. Je propose de passer au 3e chapitre qui est, maintenant qu'il faut diffuser, qu'est-ce que ça donne, quoi ? Qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce qu'on comprend ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on peut aussi améliorer? Il y avait un sujet sur lequel on n'était pas tous d'accord, donc ça va être intéressant d'en parler, sur l'analyse des performances. Qui veut commencer sur ce sujet-là? Chambry. Allez, Brice. On va aller crescendo du coup. Pour les contenus personnels, alors moi, je crée du contenu pour mes clients et je crée du contenu pour moi. Et ça n'a rien à voir. Quand je crée du contenu pour mes clients, il y a des plannings éditoriaux, il y a des outils, il y a des process, tout est très cadré. Et tout est traqué, on essaie d'améliorer, on essaie d'itérer, etc. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent comprendre derrière, qui n'ont pas forcément les compétences, à qui il faut vraiment tout expliquer en disant que tel chiffre sur la visibilité de tel contenu, ça veut dire ça, donc si celui-là fait mieux, ça veut dire que peut-être le rythme, etc. Bref. Par contre, quand je crée du contenu pour moi, je me mets aucune limite, aucun objectif, je traque rien. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que le KPI, la métrique ultime est accomplie? C'est-à-dire pour moi, le seul indicateur qui compte, c'est est-ce que je trouve des clients et est-ce que je gagne bien ma vie, est-ce que je prospère, entre guillemets. Si oui, c'est que ce que je fais, c'est pas si mal. Donc pourquoi est-ce que je traquerais chaque vue, chaque partage, chaque like, chaque réponse, etc. Alors, les réponses, en l'occurrence, c'est un peu différent, parce qu'un commentaire qu'on reçoit, un message qu'on reçoit en privé, ça fait toujours vraiment plaisir, et c'est vraiment un énorme boost, je trouve, émotionnel. Mais au-delà de ça,
Ça, c'est du qualitatif, mais au niveau du quantitatif, j'aime pas traquer et me dire, tiens, mon post LinkedIn d'hier, il a moins marché que celui d'avant-hier, etc. Déjà parce que je crée plus de contenu pour moi dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je publie tous les jours sur LinkedIn, parfois 2 fois. Mais c'est pas parce que je me dis, il faut que je fasse tant de vues par mois. C'est juste parce que j'ai des choses à dire, que j'ai envie de les partager, j'ai envie d'avoir l'avis des autres. J'ai envie parfois de pousser des coups de gueule, j'ai envie de partager des idées, des valeurs. Et après, il y a des posts qui marchent, d'autres qui marchent pas. Mais c'est pas grave. Et dans tous les cas, ça me permet d'avancer un peu sans pression, plutôt que de se dire j'espère que ce post-là il va bien marcher, du coup on passe 8 heures dessus et parfois ça marche pas et on est encore plus déçu, quoi. Moi je suis très de la team ne pas trop traquer, parce qu'on se met parfois trop la pression. Bon bah vous en doutez, on a de l'autre côté, côté des filles, on a l'autre team. Claire, Cynthia qui veut partager un peu son expérience là-dessus. Bah moi rapidement en fait je pense que moi ça me permet de booster ma créativité que de traquer parce que honnêtement si je prends du temps pour créer du contenu et que derrière ça intéresse personne ou qu'il n'y a pas de retour, en fait ça me démotive un peu. Voilà, je suis un peu terre à terre moi et du coup c'est vrai que j'ai besoin d'avoir pas d'avoir un certain retour parce que tu ne fais pas pour recevoir, mais par contre quand tu passes des heures et des heures dans la création de contenu et qu'à chaque fois c'est le même résultat, en fait j'ai besoin de savoir pour pouvoir me dire ok en fait l'angle que je prends, les thématiques que j'aborde, ça n'intéresse pas mon audience et c'est ok, ils ont le droit en fait, mais par contre j'ai envie de le savoir parce que j'ai pas envie de continuer à passer du temps pour pas grand chose, même si j'expose mon point de vue, j'expose mes valeurs, ok, mais en fait moi je le fais aussi dans un but concret et avec un vrai objectif que de se faire connaître, que d'avoir de la visibilité, etc. Donc pour moi, en fait, ça booste ma créativité parce que ça me permet de me dire, ok, ça c'était super, tu pourras refaire et ça me redonne de l'énergie. Au contraire, bon là, t'as fait un petit flop, je sais qu'on en parlera à la fin, mais ça peut arriver aussi. Mais au moins, ça me permet de garder mon temps et mon énergie pour le remettre sur d'autres choses qui m'apportent un petit peu plus sur le moment. Donc moi, c'est pour ça que je traque aussi. C'est vraiment pour un vecteur de booster un petit peu sa créativité. Parce que aussi, c'est un petit peu ingrat, hein, les réseaux sociaux. Enfin, pas un petit peu d'ailleurs, c'est très ingrat. Et il n'y a pas beaucoup de retours en présentiel, voilà, de vive voix. Il y en a qui reçoivent des messages privés apparemment très sympas, mais d'autres non, comme moi. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer, hein, ce serait sympa. Non, je rigole. Mais je trouve que comme c'est un peu ingrat, au moins si voilà, on a des bonnes performances, ça booste et ça permet aussi de continuer. Parce que des fois, entrepreneur, c'est tout porter, donc c'est bien aussi d'avoir un petit peu de positif. Il se rejoint tout à fait, Claire. Du coup, moi, je suis dans la team data. Donc, ce que j'aime, c'est pouvoir traquer, savoir que ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pas bien et pourquoi. Donc, je vais prendre du recul et je ne vais pas me juger, je vais juste juger un contenu. Hein. On se détend. Et du coup, je vais pouvoir, grâce à une application qui s'appelle Shield App, je vais pouvoir suivre mes performances. Donc, Shield App me permet de voir mes posts avec l'heure de publication, combien de personnes j'ai atteint, combien de personnes ont réagi. Et du coup, je vais pouvoir traquer et voir une évolution, voir... tiens, ce mois-ci, j'ai fait, imaginons, 1 million de vues cumulées. Mais le mois dernier, j'étais peut-être à moins, à plus. Et c'est tout simplement, ça me permet d'évoluer. Et certainement, en fait, les réseaux sociaux sont un véritable laboratoire. Vous avez la chance d'avoir ces réseaux sociaux qui sont gratuits. On n'est pas en paid media, nous on parle de création de contenu et de poster devant des communautés. Et du coup, cette étape-là, en fait, vous pouvez créer ce que vous voulez et tester plein de choses. Donc tester des vidéos, tester des formats photos, des images, des gifs, ce que vous voulez. Et vous allez faire en fait des conclusions, vous allez tirer des learnings et vous allez vous dire, ok, tel format, ça marche pas sur LinkedIn, mais ça marche sur Insta. Ou bien tel format, il a été trop long. On m'a donné des commentaires négatifs par rapport au format. Donc, faites-en un vrai laboratoire pour tirer des learnings. C'est le conseil que je vous donnerais, mais en prenant bien sûr ce recul et cette bienveillance sur vous. Bon, je suis obligé de me mettre entre les deux, du coup. Je dirais que on va prendre des deux côtés. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir potentiellement des objectifs de création et de vous dire, alors vous pouvez avoir un objectif j'ai envie de partager pour le plaisir de partager et pour le challenge intellectuel, mais effectivement vous pouvez vous fixer des objectifs de visibilité comme l'a dit Claire, ou des objectifs de points de contact éventuels sur vos clients. Ça c'est important. Ce qui est important en revanche, c'est de pas non plus tomber dans la suranalyse de la data, notamment au début. Et de ne pas se dire, ok, je crée un contenu, je vais tout de suite regarder les chiffres, je vais voir comment ça fonctionne. Moi, j'aime bien fonctionner souvent en 2 temps, surtout quand j'arrive sur une nouvelle plateforme, que je teste des nouveaux formats de contenu. Me dire, je vais créer de mon côté quelques contenus,
Je vais ensuite passer dans un tunnel je vais poster, créer des conversations, et ensuite je vais avoir un temps pour améliorer, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour repartir sur un nouveau batch, sur une nouvelle recette, et améliorer ça de manière itérative et non pas tous les jours à regarder les tableaux statistiques, parce que on peut, devenir vite accro. Je l'ai été, donc je parle en connaissance de cause. On peut être accro aux likes et accro aux commentaires, accro aux interactions, et se dire, il y en a un peu moins, qu'est-ce qui se passe, et on remet tout en question. Alors que finalement, il y a des périodes aussi de création, il y a des choses qui vont mieux fonctionner que d'autres, et donc de parfois avoir ce truc de je me mets à créer, donc je suis dans ma routine créativité, et ensuite je prends du recul, j'analyse et je repars ensuite dans de la créativité, dans de la routine de création. Tu parlais de flop tout à l'heure. Est-ce que vous avez c'est quoi ta pire expérience de flop? Est-ce que tu en as eu ou pas? Bon, pire expérience, non, parce que moi, je suis pas trop une créatrice de contenu hyper renommée sur LinkedIn. Je partage pour le collectif et pour moi-même aussi, hein, quand j'ai des infos. Mais j'ai connu un flop une fois. Moi, j'ai une petite communauté, un peu plus de 2000 personnes, mais c'est déjà ça. Et normalement, je fais à peu près 1500, 2000 vues par post, etc. Et une fois, j'ai fait 288. Et en fait, pourquoi j'ai analysé, justement, ça m'a permis de comprendre pourquoi. En fait, des fois, le flop, c'est pas forcément le sujet de contenu qui vous plaît pas. Parce que là, en l'occurrence, je partageais une vidéo d'une des fondatrices de notre collectif de la collab qui faisait une vidéo face cam qui parlait justement de la protection sociale, de l'assurance maladie pour les indépendants, le chômage, etc. Donc un sujet hyper intéressant et qui intéresse normalement une grande partie de la population parce qu'on est énormément d'indépendants en France. Gros flop total. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai partagé son contenu à elle et du coup, LinkedIn m'a un peu banalisé et m'a pénalisé, c'est ça le mot que je cherchais, parce que je repartageais son contenu et que je ne créais pas un contenu exclusif, donc un nouveau contenu. Donc en fait, je faisais que faire le perroquet et répéter ce qu'elle avait déjà dit, et vu qu'on a des audiences similaires, ça n'intéressait pas LinkedIn. Donc en fait, des fois, quand tu fais un flop, ça peut être sur le sujet de ton post, mais ça peut être aussi parce que le jour et l'heure a été mal choisi. Ça peut être aussi le format qui plaît pas. Ça peut être aussi parce que l'audience elle est pas réceptive au moment donné. Ou ça peut être aussi parce que tu as partagé. Enfin voilà, ça peut être le fond comme la forme. Donc relativiser encore une fois tout en bienveillance. Moi c'était pas grave, c'était juste pour donner de la visibilité à quelqu'un d'autre aussi que je le faisais. Mais c'est vrai que c'est frustrant de te dire, en fait j'ai utilisé 15 minutes de mon temps pour toucher 200 personnes alors que normalement j'en touche 2000 et que des fois ça me prend moins de temps. Mais dans le flop, il y a dans le contenu le fond et la forme. Mais j'ai pas eu de flop ou de bad buzz comme on peut dire quoi. Mais je pense que mon ami à ma droite... Brice a quelques flops ou pas à son actif? Beaucoup, mais l'avantage quand on crée beaucoup de contenu, c'est qu'on les oublie et que le suivant on fait oublier le précédent, etc. Vu que ça fait bientôt 4 ans que je crée du contenu, des articles de blog, des posts LinkedIn essentiellement. Après, je fais aussi des podcasts, mais les podcasts, on n'a pas vraiment de commentaires, par exemple. Donc c'est un peu plus compliqué à traquer. Mais globalement, en fait, pour moi, il y a 2 types de flops que j'ai pu connaître et que je connais encore aujourd'hui. Alors sur LinkedIn, j'ai fait des posts qui ont super bien marché, j'ai plein de clients qui m'ont trouvé sur LinkedIn, ça se compte honnêtement en centaines, des prospects en tout cas, mais même aujourd'hui, je fais encore des posts qui font 5 likes et qui font 200 vues, mais c'est pas grave, parce que celui que je ferai le lendemain, peut-être qu'il fera mieux, et peut-être le surlendemain pareil, parce que vu que je publie tous les jours, je m'en fous en fait si un contenu fait 100 vues. Parce que je m'attache pas à ça. Si je publiais une seule fois par semaine, là ce serait plus compliqué. C'est-à-dire que si j'ai 2 semaines de suite un post qui marche pas, c'est que pendant presque la moitié d'un mois, on m'aura pas vu quoi. Et à l'inverse, il y a celui qui fait un peu plus peur, c'est le bad buzz. J'ai déjà fait des posts où les gens étaient tellement pas d'accord avec moi que sur mes 150 commentaires, j'en avais 100 où c'était des super longs commentaires qui me disaient pourquoi j'avais tort, pourquoi j'avais rien compris à la vie, pourquoi voilà. Après moi ça me dérange pas, moi j'ai l'habitude depuis très longtemps de Twitter, donc forcément ça forge. Donc moi je réponds à tout le monde, même aux plus gros trolls, il n'y a pas de problème, quitte à moi-même commencer à rentrer dans un truc un peu rigolo où il n'y a plus rien de sérieux. Mais bon parfois c'est à certains commentaires, vaut mieux les ignorer. Mais à un moment ça devient un peu lourd quand toutes les 10 minutes on va voir LinkedIn et on voit encore un commentaire qui nous dit qu'on n'a rien compris à la vie. On commence à se poser des questions quand même, c'est important de se poser des questions, parfois on a tort, hein. Même quand on fait des gros posts, etc., parfois on a juste dit une énorme bêtise. Mais moi je suis assez, sur les bad buzz, je dirais pas que c'est si mal que ça. Parfois le bad buzz il est mérité, et c'est bien de le reconnaître aussi. Ça dépend qui est-ce qui nous critique. Est-ce que c'est des gens qui partagent pas du tout nos valeurs et à qui on voudrait surtout pas ressembler? Voilà, est-ce que c'est vraiment un bad buzz? C'est subjectif. Ou est-ce que c'est des gens qu'on apprécie, qui nous disent qu'on se trompe complètement, qu'on va dans le mur et qu'on n'a rien compris? Là, c'est bien, je pense, de se demander si c'est pas vrai au final. Et surtout à nos échelles. On n'est pas politiquement exposé.
La preuve, c'est que tu vois, on t'invite encore pour quelques conférences Malgré tout. malgré des bad buzz. Et d'ailleurs, de mon expérience, souvent, avec Tribu Indé et la visibilité que je peux avoir auprès d'indépendants, on me dit souvent, mais comment tu fais pour... on a l'impression que tu as trouvé la recette pour faire des contenus qui cartonnent à tous les coups. Et le truc que je réponds, c'est que c'est normal, parce que les flops, vous les voyez pas, puisque c'est des flops par définition. Et donc moi aussi, ça m'arrive encore de faire des flops, sauf que puisque c'est un flop, personne ne les voit. Donc ça, il faut être serein avec ça aussi. C'est-à-dire que un flop, c'est un flop pour vous, mais la plupart des gens vont pas le voir, quoi. Contrairement au bad buzz. Contrairement au bad buzz. Donc moi, je vous conseille favoriser les flops au bad buzz. Cynthia, toi, tu voulais aussi nous dire, tu sais, sur le fait de prendre aussi du recul sur ce que tu fais. Parfois, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'attachement à ces contenus. Et toi, tu avais aussi une vision assez intéressante sur le fait de prendre du recul sur ce qu'on fait. Bah oui, en fait, franchement, après tout, c'est juste des contenus. On est juste des êtres humains. On n'est pas en train de jouer sa vie, en fait, sur LinkedIn, donc, ou sur Instagram ou sur Facebook. En fait, moi, je trouve que c'est une formidable façon de prendre sa place dans la société, de prendre sa place vis-à-vis d'un public, d'être un expert au vu de tout le monde. Et du coup, une fois que vous avez pris cette place, vous n'allez pas forcément faire que des best-sellers. Voilà, vous allez sortir des livres, vous allez sortir des articles, des choses, mais vous n'allez peut-être pas être dans les meilleures ventes tout de suite, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va vous aider, c'est plutôt d'être régulier, de pouvoir poster tous les jours, ou voilà, comme Rhys le disait, ça va être un exercice. Et en vrai, c'est pas un enjeu énorme, en fait. À part si vous produisez des contenus à 100 000 euros. Et là, on parlera vraiment KPI et performance. Mais voilà, moi, je connais beaucoup de gens qui flopent, mais qui investissent beaucoup d'argent en création de contenu. Et là, j'appelle ça vraiment des flops. Si nous, on est tous les 4, on fait 30 minutes sur un post, ou 15 minutes, ou 1 heure sur un post, et qu'il floppe, c'est pas grave, le lendemain, le prochain post fonctionnera certainement. Donc voilà, et un flop, on l'oublie très vite, les gens ne le voient pas. Durée de post, c'est quoi ? Quelques heures, hein. Au bout d'1 heure, si personne ne réagit, on est déjà dans le flop, d'accord ? Donc mettez toute votre énergie déjà dans la première heure, et puis après, tant pis, next. Et itérer, c'est l'occasion, quand on fait un flop, de se dire, ok, peut-être que c'est l'angle, l'accroche, on a vu tout à l'heure, peut-être que c'est la fin, peut-être que c'est l'incarnation, comme on a vu tout à l'heure. Et donc c'est l'occasion aussi de recycler ce contenu-là. Le temps file, les amis. On est déjà à quasiment 1 heure. Si vous aviez une dernière réflexion, un dernier conseil avec lesquels vous aimeriez que notre public, notre cher public, reparte. Toi, par exemple, Claire, qu'est-ce que tu aimerais à propos de création, par rapport à ce que tu as pu vivre ou une réflexion que tu as sur la création de contenu en général ? Moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est surtout, en fait, on est tous plus ou moins créatifs, comme je le disais, mais en fait, personne n'est vous-même. Donc, en fait, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Vous ne mettez pas la pression. Moi, je dis toujours que, en fait, l'important, c'est le passage à l'action. En fait, on se rend compte que la montagne, elle n'est pas si haute à gravir si on y va étape par étape. Moi, au début... je me suis pas du tout mis la pression sur LinkedIn en me disant je vais faire une vidéo, une infographie, un truc vraiment sympa, assez joli. Je me suis dit je vais juste commencer à publier du texte et à voir comment ça interagit avec les personnes. Et puis en fait j'y suis allée vraiment étape par étape. Et ça c'est super important je pense. Et puis vraiment être bienveillant envers soi-même, ça c'est important. Trouver ce qui fonctionne pour vous. Trouver la recette qui fonctionne pour vous. Et en fait on est tous plus ou moins créatifs. Il suffit de trouver comment réveiller un petit peu cette créativité en nous et accepter qu'il y a des fois où on l'a un peu moins. Accepter que des fois on est en pleine pic de créativité, c'est aussi super. Et essayer d'en faire profiter aussi les autres si c'est le cas. Et de s'inspirer constamment des autres personnes. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très important. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vis mon quotidien. C'est en étant vraiment en contact avec plein de personnes et en prenant tout ce que je peux prendre des autres et en essayant de redonner aussi pour booster un petit peu tout ça, quoi. À toi, Brice. C'est ton moment. Moi, ce serait 2 choses qui vont ensemble, c'est oser et relativiser. C'est-à-dire qu'on parle de réseaux sociaux, de création de contenu, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'enjeux colossaux. Ça fait peur de publier une vidéo LinkedIn avec sa tête, ça fait peur de faire un podcast, ça fait peur au début. Mais en vrai, c'est rien à côté de plein de choses. Donc au final, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de le faire ? En soi, c'est rien du tout.
par rapport à des choses beaucoup plus graves qui peuvent nous toucher personnellement, à l'échelle collective, au niveau du monde, etc. Et même, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, je suis engagé sur le freelancing, etc. Mais à côté de ça, je suis aussi très engagé sur les sujets écolos, sociétaux, etc. Donc je me dis, le freelancing, c'est sympa, mais ça reste quand même des petits problèmes par rapport à des gens qui subissent des choses bien pires. Donc je me dis, je crée un contenu, au pire, j'aurai un flop, au pire, je ferai un bad buzz. Et so what, ça va pas changer ma vie demain. Ça peut que la changer en bien. Et ça va pas changer du jour au lendemain non plus. Mais voilà, relativiser tout le temps et se dire que ce qu'on fait, c'est bien, c'est cool. Mais c'est pas, on se souviendra pas de nous dans 50 ans, quoi. Cynthia ? Ouais, pour conclure, en fait, je dirais que c'est un état d'esprit. Devenir créateur de contenu, ça veut dire passer de l'autre côté. Il y a des gens qui sont lecteurs, qui likent, qui regardent et qui ne veulent pas liker. Mais un jour, ils vous disent oh, j'ai vu ton contenu, c'était trop bien, ou bien ah, je pense que ton contenu, blablabla. Donc, c'est vraiment passer ce cap en se disant je ne suis plus derrière, de l'autre côté, dans mon fauteuil, là, à observer, je suis acteur. Et c'est gratuit, c'est une opportunité vraiment incroyable, super riche. On rencontre des gens super, mais franchement. On s'est tous rencontrés limite sur LinkedIn ou sur le digital. Ou, voilà, moi, je t'avais rencontré sur LinkedIn. J'avais vu tes contenus. Claire, on travaille ensemble et je vois tes contenus. Du coup, je la comprends, je la connais mieux grâce à ces contenus. Alexis, pareil, j'ai lu ton livre, etc. Et ben, tout ce savoir, il s'échange via les réseaux sociaux, via, en fait, vos publications. Donc, faites-vous connaître et faites-vous confiance, en fait. J'ai la lourde responsabilité de conclure à mon tour. Moi, je vous dirais, la réalité, c'est que la seule différence entre des créateurs accomplis, des gens que vous voyez visibles, invités dans des podcasts, invités dans des conférences, la seule différence entre ces créateurs accomplis et vous, c'est juste que ces gens-là, à un moment donné, sont passés à l'action. Et se sont dit, en fait, j'ai deux choix. Soit je reste spectateur, et c'est OK, soit je provoque le destin, entre guillemets, je provoque les opportunités, j'étends ma zone d'opportunité, ma zone de rencontre, de chance, en créant du contenu. Et ils l'ont fait, elles l'ont fait pendant des semaines, des mois, voire des années. Et c'est fou à quel point, notamment en France, si on compare souvent ce qui se passe aux États-Unis, on se dit ils sont précurseurs, ils ont toujours un temps d'avance, etc. La réalité, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de concurrence. En France, finalement, il y a assez peu de personnes qui créent du contenu de manière régulière et sur le long terme. Et donc, je trouve que vous pouvez très très vite sortir du lot, vous pouvez très très vite générer des opportunités grâce à votre contenu, à une condition, eh bien, c'est de créer vos premiers contenus et de jamais lâcher. Voilà, on en a fini. Merci à vous. Vous avez été sages et attentifs. Merci. On a respecté le timing, Auguste. Hein. J'espère que tu notes. Hein. Est-ce que vous avez des questions ? On peut prendre des questions, Auguste ? Complètement. Merveilleux. Est-ce qu'on fait passer le micro ? Comment ça se passe ? Ou tu veux que je redise les questions peut-être à... Peut-être passer le micro, on peut passer le micro. Ouais. On voit l'habitué, hein, quand même. Ouais. Tu veux... Il a pensé à tout. Tu étais très énergique en levant la main. Donc... Ouais, Alors moi, c'est une question pour Brice. Où est-ce que tu postes tes podcasts ? Parce que je viens de me lancer là-dedans. J'ai mis sur Spotify et j'ai mis sur Google Podcast. Est-ce que ça suffit ? Alors moi, je suis partout, sur toutes les plateformes, parce que j'utilise un hébergeur qui s'appelle Ocha, et du coup, qui permet de diffuser automatiquement tous les podcasts au moment où ils sortent. Oui, j'ai vu, ouais. Et du coup, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcasts, etc. Ok. Si c'était ça la question. C'était ça, ouais. Merveilleux. Et voilà, je les mets partout sauf sur YouTube, en fait, parce que j'estime que c'est pas pertinent. Ah, mais YouTube, j'ai carrément fait des vidéos avec ma voix. Ouais. Enfin, voilà. Ok, merci. Si je peux peut-être rebondir avec ma petite expérience de podcasteur, effectivement, le plus important, au-delà de le mettre à disposition du public sur toutes les plateformes, c'est surtout d'en parler. Et de faire levier, tu vois, sur différents réseaux sociaux. On a évoqué Instagram, LinkedIn, etc. Mais ça marche aussi, tu vas à un événement, tu essaies d'en parler le plus possible. Moi, je me souviens au tout début, 2019, où je lance mon podcast, je pense que Brice a dû forcément recevoir un message de moi en privé. Dès que j'avais une personne qui commentait, dès que j'avais une personne qui likait, directement, j'envoyais un message en disant, voilà, t'as découvert le podcast, qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que t'as écouté un épisode ? Et donc ça, c'est des choses qui sont pas
qui prennent du temps, d'aller envoyer un message à chaque personne que tu rencontres, qui interagit d'une manière ou d'une autre avec tes contenus. Mais ça te permet aussi de récupérer, on parlait tout à l'heure de retour qualitatif sur ton contenu, sur ce que tu pourrais améliorer. Ça, c'est pendant les 8 premiers mois du podcast, j'ai fait ça. J'y passais plusieurs heures par semaine à contacter un par un chaque personne qui me laissait un message à droite ou à gauche, quoi. Les avis clients aussi, hyper important, les avis 5 étoiles. Pour les podcasts. Enfin, moi, je suis pas une podcasteuse, mais j'en écoute. Et tout ce qu'ils disent à chaque fois, les podcasteurs, c'est laisser des avis 5 étoiles et s'abonner. C'est ça qui va te faire remonter dans les moteurs de recherche des podcasts. Donc, en fait, normalement, tu me corriges si je me trompe, mais quand on fait une introduction d'un podcast ou quoi, on dit aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à me laisser un avis 5 étoiles si le podcast vous a plu. C'est ça qui permet de faire découvrir à d'autres personnes qui sont intéressées. Enfin, moi, on m'a dit, en tout cas, c'était ça. Ouais, bah, mon humble expérience de podcasteur aussi, même si ça fait un peu moins longtemps qu'Alexis que je suis dans ce milieu-là. Mais en fait, ça paraît bizarre, tout le monde le répète, abonnez-vous, laissez des étoiles. On dit oui, bah, on a compris. En fait, c'est juste que, enfin même moi je le sais, parce que j'avais parlé à pas mal de monde, c'est que on écoute, on se dit ah c'est super, bah oui je laisserai des étoiles bientôt. Mais on le fait pas. Et le fait que la personne nous le dise, on se dit bon bah je suis sur l'application là, donc je le fais. Mais ça coûte rien, ça prend 10 secondes, mais on le fait pas parce que c'est insignifiant pour nous. C'est comme je sais pas, un restaurant où on va, à part si c'était vraiment incroyable ou alors si c'était vraiment ignoble, on va pas laisser d'avis sur TripAdvisor ou autre. Alors que pour eux ça change tout. Quand on regarde, quand tu tapes restaurant italien, lasagne, Aix par exemple, le premier c'est forcément, en tout cas les top 3, ça va être ceux qui sont les mieux notés sur Google, sur TripAdvisor et autres. Et donc ça peut paraître rien, mais en 1 minute ça change la vie de la personne, quoi. J'avais une question qui est un peu antinomique avec tout ce que vous avez dit pour le personal branding et d'incarner un petit peu. Il y a de plus en plus de logiciels no-code qui sortent sur de la création de contenu avec de l'intelligence artificielle, notamment Copy.ai, Copymark, et même vous pouvez taper Canard, Surf, Planète Mars avec DALL-E et ça vous fait directement une infographie ou un logo. Quel est votre avis sur tout ça ? J'ai dit on a perdu un micro, mais c'est normal. Ouais, moi, je suis à fond sur l'intelligence artificielle, donc ça me fait pas peur. Je peux les utiliser, j'en ai déjà utilisé des fois. Ça n'a pas été forcément très bon. Je préfère mes créations, désolée. Mais en effet, la création de contenu va être... les créateurs vont être doublés par l'intelligence artificielle, hein. Donc, la différence entre un robot et nous, c'est que peut-être qu'en fait, on est vachement plus original et authentique. Donc pour le moment, ils me font pas peur et je peux les utiliser pour avoir des bases de contenu. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai fait l'expérience il y a une semaine où je suis allé sur... tu parlais de copy.ai. Et donc, ce que j'ai fait, donc c'est un logiciel qui est gratuit, à moitié gratuit, mais où vous pouvez rentrer. Donc, j'avais fait l'expérience, j'avais mis tips for freelancer qui commence, quoi, en gros. Et donc, ça m'a sorti une liste de tips que j'ai copié-collé, que j'ai retraduit en français, que j'ai copié-collé. Et j'en ai fait un post sur LinkedIn. En expliquant à la fin, c'était un post qui a été fait par une intelligence artificielle. Et c'était intéressant de voir les commentaires, d'autant plus de personnes qui ont l'habitude de suivre et de regarder ce que je fais. Et la plupart des commentaires, c'était ça m'étonne pas que ça soit de l'intelligence artificielle parce qu'il manque ta patte. On en revenait tout à l'heure, il manque l'incarnation. Ça, c'était le premier point. Comment ? On t'a pas reconnu. Ah bah voilà, exactement. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était c'est très basique. C'est-à-dire que et c'est là, je pense, la plus-value qu'on peut tous avoir, c'est qu'on a des compétences et on a une forme d'expertise. Et l'idée, c'est que tu ailles chercher d'autres choses que des choses très très basiques qui peuvent être facilement copier-coller. Comme ce qu'on a vu de comment écrire un article, tout le monde peut le faire, quoi. Tu vois, tu regardes les 10 premières requêtes Google et puis tu fais un mix, un match de tout ça. Là où, encore une fois, si tu y mets ton expérience, un retour d'expérience, une valeur ajoutée, une sensibilité, ça c'est difficilement copiable par une intelligence artificielle à date. Peut-être que si on se reparle de ça dans 5 ans. Mais effectivement, ça peut être un bon outil pour trouver des idées. Mais je suis pas sûr que ça soit pertinent pour externaliser à 100% ton contenu, tu vois. Ça peut être un support. Ça peut être un support, ouais. Complètement, ouais. Typiquement, le post que j'ai fait, qui donnait des trucs très basiques, qui étaient... sortez dans la rue,
aller prendre l'air pour décompresser, ce genre de choses. Bon, bah, j'aurais pu le twister et rajouter quelque chose d'un peu plus personnel. Et là, tout de suite, on a un contenu qui est un peu différenciant de ce qu'on peut retrouver partout, quoi. Bon, déjà, merci beaucoup pour le contenu. C'est top, hein, pas mal de trucs activables notamment, et ça fait plaisir. Moi, j'ai une question un peu technique. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse en soi. C'est sur la création de contenu, j'ai assez peur de l'effet boule de neige, de me dire si je fais un contenu pas ouf, il va moins toucher, donc le prochain sera moins mis en avant, donc il va moins toucher. Est-ce que vous avez remarqué cette tendance typiquement sur LinkedIn ou pas? Et LinkedIn remet un peu les pendules à zéro à chaque nouveau post sur ça. Alors moi, je peux te répondre sur la première partie. Alors en effet, c'est extrêmement vrai. En fait, je peux vite tomber dans les oubliettes de LinkedIn ou à l'inverse, faire l'effet boule de neige positif. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lié à l'algorithme. En fait, ton post, quand tu publies un post, en fait, LinkedIn va calculer le taux d'engagement de ce post pendant la première heure. Et en fait, ton post, il va être montré à 100 personnes. Ok? Et en fonction de ton taux d'engagement sur ces 100 personnes, s'il est positif, LinkedIn va pousser ton post à 250 autres personnes de plus, tu vois. Et encore, il recalcule le taux d'engagement, et s'il est à nouveau positif, il le remontre à 600, 800 autres personnes de plus, etc., etc. Puis tu arrives à 1200, 3000 personnes, etc. À l'inverse, si ton score, ton taux d'engagement dans la première heure, avec les 100 premières personnes qui voient ton post, il est médiocre, voire bas, ben LinkedIn va le montrer qu'à 50 personnes de plus, tu vois. Et en fait, il te limite lui-même, l'algorithme, et c'est ça qui fait que, en fait, très rapidement, en l'espace de 1h15, tu tombes dans les oubliettes de LinkedIn si ton taux d'engagement, il est pas bon. D'où le fait que moi, je recommande énormément le fait que dans la première heure de vie de ton post, tu sois derrière LinkedIn et que tu répondes aux commentaires du tac au tac. C'est hyper important. Moi, ça, c'est mon détail technique et point de vue, et après... si tu veux... Mais justement, pour compléter, et d'un post à l'autre, ça joue aussi. Parce que du coup, moi aussi, je l'ai déjà observé, vu que je publie tous les jours, j'ai pas mal de retours d'expérience là-dessus. Et parfois, je me dis, là, les 3 derniers, j'ai fait un peu de l'autopromo, parce qu'il fallait que je mette en avant le nouvel épisode du podcast, et puis le fait que je suis passé à tel endroit, donc c'était des posts qui n'ont pas très bien marché. En général, l'autopromo, ça marche pas très bien, mais ça convertit beaucoup. C'est-à-dire que c'est des posts qui, par exemple, si on dit, on partage une reco client, par exemple, c'est pas un post qui va faire 500 réactions et 100 commentaires. Les gens, ils voient ça les intéresse pas trop, ça passe, quoi. Par contre, un prospect qui nous voit passer, il va se dire voilà, j'ai quand même envie de bosser avec lui, allez, je le contacte. C'est pour ça qu'il faut faire des contenus, c'est un peu le tofu, mofu, bofu, pour ceux qui connaissent, adaptés au niveau de l'audience en fonction de son parcours d'achat, en fait. Est-ce qu'elle est plutôt... est-ce qu'on fait quelque chose qui est très généraliste ou quelque chose qui est très, très précis ou entre les deux? Mais en gros, faire que des posts très spécifiques, ça va pas générer beaucoup d'engagement, et donc c'est pour ça qu'il faut... En tout cas, on recommande d'alterner les posts grand public, on va dire, qui vont faire des réactions, parce que les gens vont aimer le télétravail, vous en pensez quoi? Moi, je pense que si, je pense que ça. Ça fait réagir, parce que ça concerne beaucoup de monde, donc tout le monde a un peu son avis, tout le monde aime bien parler de soi, raconter un peu ce qu'il pense. Donc ça va faire de l'engagement. Et les posts d'après, vu qu'on a bénéficié de l'aura de ce post-là qui a marché, là, on peut dire... Je lance une nouvelle offre, trop content, super fier, 3 ans de travail avec l'équipe, etc. Et ben, ce post-là, il va bénéficier de l'effet un peu de halo du précédent. Voilà. Après, c'est pas aussi mathématique que ça, mais ça se ressent sur l'algorithme qu'il y a des cycles un peu de loose où plus on publie, moins ça marche, et là on se dit bon, il va falloir que je fasse un truc un peu putaclic. Et à l'inverse, parfois ça décolle, et il y a des posts qui sont pas ouf, qui font des performances de ouf. Donc voilà, c'est véridique. Et c'est pas que sur LinkedIn, hein, sur Insta aussi, sur YouTube aussi, c'est vraiment des cycles comme ça. C'est les algorithmes qui sont faits comme ça. Bon, je vais encore me faire des essais par Brice. Je vais aller à contre-courant de ce que dit Brice. Je suis moins catégorique là-dessus. Sur le fait que si tu fais un flop sur un premier post, ton deuxième a plus de chances de flopper parce qu'il va être moins montré. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'algorithme, personne ne le connaît. Pas même les ingénieurs chez LinkedIn, Instagram, etc. Les gens ne savent pas ce qui se passe vraiment. Et donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que généralement, plusieurs flops d'affilée veut souvent dire, de manière objective, que tes contenus étaient juste moins bons que ce que tu aurais pu faire ailleurs. Et par exemple, moi, je le vois, ça m'arrive parfois de ne pas publier pendant 15 jours, 3 semaines, et d'avoir le bon angle, d'avoir la bonne accroche, d'avoir le bon sujet un peu chaud, et l'algorithme te recommande facilement. En fait, c'est tout dans l'intérêt de LinkedIn et de toutes les plateformes
d'aller faire bosser les algorithmes, quelle que soit ta fréquence de contenu, et d'aller montrer un contenu qui fonctionne et qui permet aux gens de commenter, de rester sur la plateforme. Donc je serai un peu plus mesuré là-dessus. Et c'est d'ailleurs une force. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours. Déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme audience. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples, quelles que soient les plateformes, de personnes qui ont démarré et dès les 2-3 premiers posts ont touché beaucoup plus de personnes que leur audience, leur nombre de contacts sur LinkedIn, leur nombre d'abonnés sur Instagram, leur nombre d'abonnés sur TikTok. TikTok, par exemple, est un très bon cas d'école. Sur des premières vidéos, je connais plein de gens qui font des millions de vues en partant de zéro, quoi. Et sur LinkedIn, on a ça, alors à différentes échelles, mais personnes qui découvrent LinkedIn, qui arrivent et qui font tout de suite des centaines, voire des milliers de likes sur des publications. Donc je serais un peu plus mesuré sur le fait que si tu floppes une fois, tu vas reflopper après. Moi, je le vois quand je floppe une fois, 2 fois, enfin quand je floppe, quand les résultats sont moins bons que d'habitude, et que je regarde objectivement, mon contenu était juste moins personnel, l'accroche n'était pas la bonne, le sujet était trop basique, et vu et revu par exemple. Tu vois, si je suis objectif là-dessus, quoi. Je vais peut-être juste conclure sur cette question. C'est marrant parce que du coup, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser avec LinkedIn. Moi, des fois, à l'inverse du flop, je vais essayer d'aller chercher le buzz juste pour m'amuser. C'est-à-dire que je vais aller prendre un sujet qui est ultra trend, c'est-à-dire une tendance, quelque chose qui fait vraiment écho à plein de gens, qui va être hyper clivant, hyper discuté. Je vais prendre ce sujet hyper frais et je vais en faire un post. Et du coup, des fois, j'explose les scores juste parce qu'en fait, j'ai traité ce sujet. Et d'ailleurs, voilà, je suis experte marketing digital, freelance, dans un collectif. Eh bien, j'ai parlé de Mbappé qui avait rigolé à une conférence de presse parce qu'on lui avait dit de prendre non pas l'avion, mais le train. Et ben, pourquoi j'ai pris cette parole, en fait, c'est parce que je me suis permise de dire, moi, je suis contre, en fait, cette manière de penser. Voilà, je suis contre... ces non-actions du football français vis-à-vis de l'écologie, etc. Donc j'ai pris position, j'ai été moi-même, j'ai pris vraiment mes valeurs et j'ai partagé, mais pas sur n'importe quel sujet, sur un sujet qui était hyper discuté. Et donc, ça a marché. Et c'est juste pour vous dire, des fois, en fait, on peut vraiment s'amuser. C'était pas du tout prévu et ça fonctionnait. Voilà. Et d'ailleurs, sur le flop, pour vraiment revenir là-dessus et désacraliser ça, et l'expérience, pour le coup, j'ai la data pour le dire, 100% de mes clients en B2B, c'est-à-dire des clients que j'ai eu en prestation de service, mais encore plus sur tous les produits que j'ai sortis avec Tribu Indé, que ce soit de l'accompagnement individuel, de la formation, etc., 100% des personnes, quasiment, allez, on va dire 90%, n'ont jamais interagi avec moi, n'avaient jamais... et c'est hallucinant. Par exemple, sur une formation qui vaut quasiment 2000 €, je me dis, les gens doivent quand même prendre des réflexions, me poser des questions. La plupart, candidates, sans même avoir interagi une seule fois avec mon contenu, j'ai jamais échangé, je les ai jamais vus dans mes emails, etc. Donc ça aussi, c'est un truc important de se dire, je peux flopper d'un point de vue like, indicateur quantitatif, mais avoir des opportunités parce que généralement, ces clients regardent, tu vois, observent, sont dans l'ombre, mais sont au rendez-vous. Et ça, c'est un truc aussi important côté flop. Les plus bruyants sont pas forcément vos meilleurs clients, quoi. Merci à vous en tout cas. Et puis merci à vous. Merci à tous les trois. Bravo, je me mets juste derrière vous 2 petites minutes pour vous remercier. Vraiment, c'était, en tout cas, moi pour avoir découvert aussi les réseaux sociaux avec l'expérience du Maïf Coworking, j'aurais des questions en off à vous poser. Alors, je voudrais juste vous demander une petite chose, c'est l'espace coworking, est-ce qu'il mérite 5 étoiles aujourd'hui ou pas? Voilà, je vous invite, pourquoi pas, à nous en mettre. Pas pourquoi pas. Je vous demande de passer à l'action et de nous mettre 5 étoiles ce soir. Merci. Surtout après les mojitos. Voilà. Non, mais merci d'avoir été là. Merci à vous. Et le temps qu'on prépare, je vous invite à profiter des experts qui sont là et puis profiter d'être entre vous pour échanger parce que c'est aussi pour ça qu'on organise tout ça. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée et à très vite.